Il est 13 h à Abidjan. Bonjour à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 1er février 2018. À la une, le 7e forum des jeunes du Conseil économique et social des Nations Unies. Il s'agit d'examiner le rôle des jeunes dans la construction de communautés rurales et urbaines durables, la voix et la position de la Côte d'Ivoire depuis New York dans ce 13 h. Électricité fraude, 30 milliards de francs CFA, c'est le montant qui a échappé seulement pour 2016 aux caisses de l'État. En cause, connexion frauduleuse sollicitée par bon nombre de foyers. Quelles conséquences pour les différents acteurs? Éléments de réponse dans quelques instants. Et le Burkina a un nouveau gouvernement. Le nouveau gouvernement compte 33 membres contre 32 pour le précédent. C'est le 3e gouvernement du Premier ministre Paul Kaba Thieba. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, quel est le rôle des jeunes dans la construction d'une communauté rurale et urbaine durable? En ce moment, à New York, le 7e forum des jeunes du Conseil économique et social des Nations Unies se penche sur la question. La Côte d'Ivoire est présente à cette rencontre. Déjà l'ouverture de ses assises avec Herman Niamien, notre envoyé spécial à New York. Siège des Nations Unies à New York, l'institution abrite le 7e forum du Conseil économique et social de l'ONU. Invités à cette rencontre de haut niveau, les ministres en charge de la jeunesse des différents gouvernements membres de l'institution, les représentants du Conseil des jeunes et des institutions travaillant pour les jeunes. Au centre des échanges, le rôle des jeunes dans la construction de communautés rurales et urbaines durables et résilientes. Parce que l'institution a décidé que désormais les jeunes prennent une part active au débat qui touche à leur avenir. Ainsi donc, ils sont venus en grand nombre des différents pays pour faire entendre leur voix. En phase 2, pour cette cérémonie d'ouverture, la présidente du Conseil économique et social de l'ONU, Marie Chatardova, le président de l'Assemblée générale de l'ONU, Miroslav Lajčák, et la représentante du secrétaire général des Nations unies pour la jeunesse. Ils n'ont pas manqué de féliciter les jeunes pour cette forte mobilisation qui traduit leur engagement à œuvrer pour mettre fin aux maux qui minent nos sociétés. À cette occasion, chaque ministre en charge de la jeunesse a présenté les actions de son gouvernement pour valoriser davantage la jeunesse. C'est à cet exercice que s'est soumis le ministre Sidi Touré, qui a présenté les actions du gouvernement ivoirien, notamment l'élaboration de la politique nationale de la jeunesse pour la période 2016-2020 et la prise en compte des objectifs du développement durable ODD dans le plan national de développement PND 2016-2020. Le 7e forum des jeunes de l'ECOSOC 2018 auquel la Côte d'Ivoire participe est l'occasion pour les jeunes de partager leurs perspectives et de s'engager dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 du programme de développement durable, d'identifier des voies et moyens pour aider les jeunes à surmonter les défis auxquels ils sont confrontés et de fournir aux États membres de l'ONU un moyen de rendre compte de leurs progrès nationaux dans le tableau de bord des jeunes sur les ODD. Et deuxième titre de ce journal, nous allons chercher maintenant à comprendre pourquoi ici, il y a beaucoup de fraude au niveau de l'électricité. 30 milliards de francs CFA, c'est le montant qui a échappé donc seulement pour 2016 aux caisses de l'État. En cause, connexion frauduleuse sollicitée par bon nombre de foyers. Quelles conséquences pour les différents acteurs? Éléments de réponse avec Christelle Menin. 3 h du matin. Opération de contrôle de la compagnie ivoirienne d'électricité dans la commune de Yopougon. La gendarmerie les accompagne. S'il vous plaît, ouvrez. C'est la gendarmerie nationale et la CIE. Venez, s'il vous plaît. Fabrice, présumé revendeur d'électricité, nie les faits. Il est embarqué et conduit à Mossicro, sa zone d'opération, selon l'indique, qui a fourni les informations aux enquêteurs de la compagnie. Sur les lieux, l'équipe piste tous les câbles suspects, signe d'un branchement anarchique. Une activité illégale communément appelée courant Banabana. 3 heures plus tard, Fabrice finit par avouer. Il conduit l'équipe dans une propriété. Voilà ça, c'est le fil là qui est là. Quand on met dessus, ça prend courant. Vous voyez les compteurs qui sont ici. Le réseau normal rentre dans le compteur et puis voilà la sortie du compteur. Là, ça va alimenter une maison. Mais là, tel qu'il est pris sur le câble de la CIE, là, il dérive le courant de façon anarchique
et ça va alimenter une clientèle. La clientèle est approvisionnée depuis plus de 2 ans, contre 2 à 5 000 francs CFA par mois, selon le nombre et le type d'appareil utilisé. Nous n'avons pas de compteur et c'est économique. Pris la main dans le sac, revendeurs et clients sont sur le champ conduits à la gendarmerie. 48 heures plus tard, manifestation devant les locaux de la compagnie ivoirienne d'électricité à Bingerville. Ils dénoncent des lourdeurs administratives dans la procédure d'accès au compteur d'électricité. Nous n'avons pas d'électricité depuis 2 mois, puisqu'il y a une équipe de connexion qui est venue déconnecter comme le dirait, les vendeurs de courant. Nous avons fait les demandes, nous avons fait des listes. Et puisque ça traîne, voilà pourquoi ce matin, nous sommes venus en petite délégation, venus négocier avec la CEE de nous trouver rapidement une voie de sortie. Des plaintes que la compagnie récuse. Avec le programme électricité pour tous, aujourd'hui le client juste avec sa pièce d'identité plus 1000 francs, nos équipes vont vers les clients, prennent les abonnements pour faciliter, pour éliminer tous ces papiers dont on parle et juste après le paiement, procède au raccordement des clients. Donc c'est pour dire que nous avons simplifié la procédure des abonnements. Environ 315 000 branchements ont été effectués depuis 2014 sur 1 million d'abonnés prévus jusqu'à 2020 dans le cadre du programme d'électricité pour tous. En Côte d'Ivoire, le tarif moyen d'électricité domestique basse tension est fixé à 66,96 francs CFA le kilowattheure. C'est 2 fois moins cher qu'au Sénégal et 4 fois plus au Nigeria. Nous nous sommes intéressés à la répartition du prix de l'électricité fixé par l'État. 1/3 des ressources générées par la vente de l'électricité reviendrait à la compagnie de distribution d'électricité, le concessionnaire, pour le coût de distribution et les charges supportées avec l'exploitation des barrages hydroélectriques. Les 2/3 restants sont reversés à l'État qui, à son tour, règle d'une part les fournisseurs d'électricité et d'autre part réinvestit pour améliorer les infrastructures de production et de distribution d'électricité. Nous nous sommes aussi interrogés sur la libéralisation annoncée le 1er mai 2016 par le président de la République. J'ai demandé au Premier ministre de demander à toutes les sociétés qui peuvent participer à la distribution de l'électricité d'être candidates et de prévoir la distribution par de nombreuses sociétés. On nous informe que les études sont en cours. En attendant, la fraude se poursuit avec son lot de conséquences. Sur les recettes de l'État, 30 milliards de francs CFA de pertes pour l'année 2016. C'est le quart du budget de construction d'un barrage hydroélectrique. Autre conséquence, les risques de perte en vie humaine. La fraude engendre des incendies dans les quartiers, dans les maisons. La fraude engendre des morts par électrocution. La fraude engendre des électrisations, donc des brûlures. La fraude engendre des coupures répétées dans les quartiers. En plus de la sensibilisation, la lutte contre la fraude s'intensifie. Un code de l'électricité a été adopté en mars 2014. La loi dit quiconque sciemment. Donc c'est cette personne qui a posé l'action qu'on poursuit. Ce n'est pas la personne qui est à côté, mais la personne qui est à côté qui profite en sachant qu'il profite va écoper. Les fraudes ont souvent été rendues possibles grâce à des complicités internes. Lorsqu'il y a une complicité qui est avérée, la procédure judiciaire suit son cours. Mais nous avons une procédure interne qui est déclenchée aussitôt, qui est mise en branle. Et à la fin de cette procédure, on décide de la situation de l'agent dans l'entreprise. Soit il est mis fin à son contrat de travail, soit il fera l'objet d'une autre sanction disciplinaire. De 2014 à 2017, 326 dossiers de plainte ont été déposés auprès des juridictions. C'est le cas de Fabrice, notre présumé revendeur d'électricité. Il comparaît devant les juges pour connexion frauduleuse sur le réseau d'un opérateur privé. Nos caméras n'ont pas été autorisées au cours du procès. À 48 ans, il a été condamné à 1 mois d'emprisonnement ferme, 5 millions d'amendes et 30 millions au compte de la compagnie ivoirienne d'électricité pour dommages et intérêts. Depuis 2 mois, vous voyez des taxis orange, blanc, vert en circulation. On les appelle Ivoire Taxi. Ce sont 100 taxis gérés par 10 entreprises. Le ministère des Transports a présenté les nouvelles innovations
pour cette nouvelle génération de taxis plus confortables et plus sécurisés. Il s'agit d'un centre d'appel avec 2 numéros verts pour suivre tous les mouvements de ces taxis. Plus d'1 milliard de francs CFA investis pour environ 500 nouveaux emplois créés. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. La professionnalisation du secteur des taxis avec des conducteurs formés aux valeurs de civisme, de respect des clients, la sécurité des usagers avec des véhicules confortables, géolocalisés et sécurisés, une tarification souple pour le client, 160 francs CFA par kilomètre et négociable. Voilà présenter les atouts du projet Taxi à compteur euro-kilométrique nouvelle génération dénommé Ivoire Taxi. C'est bien propre. Bon, comme j'ai des documents très importants, j'ai choisi ça. Au cas où ça se perd, je sais que j'ai la référence. En tout cas, les chauffeurs sont courtois. On a discuté le prix. Bon, on est tombé d'accord. Bon. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme de renouvellement du parc automobile. Après 2 mois d'activité, le centre d'appel avec 2 numéros verts reçoit en moyenne 200 appels par jour. Une quinzaine d'objets oubliés dans les Ivoire Taxi a été rendue aux clients. Pour cette première phase, ce sont 100 véhicules neufs qui ont été mis à la disposition des populations. Nous avons, à la demande du ministre des Transports, choisi de nouvelles couleurs. Les chauffeurs que vous rencontrez dans ces taxis ont été formés pendant 1 mois à Lozère. Les 10 entreprises en charge de la gestion quotidienne de ces taxis sont réunies au sein d'un groupement dirigé par une présidente. Au niveau de la sécurité, on a un service géolocalisation, on a un centre d'appel. Toutefois, s'il y a un crime ou bien un braquage du bois, on peut toujours repérer et localiser le taxi. Les entreprises bénéficiaires ont 36 mois pour rembourser le coût d'achat de chaque taxi, évalué à 12 millions de francs CFA. Pour l'année 2018, le ministère des Transports prévoit mettre en circulation plus de 2000 nouveaux taxis. Et un chauffeur de minicar condamné à 7 ans de prison ferme. Le chauffeur a provoqué la mort d'une mère de 3 enfants et au moment de l'accident, la dame était encore enceinte. Elle a perdu la vie sur place. Retour sur ce procès avec Ahmed Traoré et Konaté Moussa. Défaut de maîtrise, excès de vitesse, délit de fuite, homicide involontaire. Ce sont les 4 chefs d'accusation retenus contre le chauffeur de minicar, communément appelé Baka. Ce conducteur a provoqué la mort d'une mère de famille de 3 enfants et encore enceinte à la Riviera Palmeraie dans la commune de Cocody. Le mis en cause a écopé de 7 ans de prison ferme avec 100 000 francs de francs CFA d'amende, a lancé le juge après délibération. Selon le procureur de la République, Adou Richard Christophe, ce procès doit servir de leçon. Tous ceux qui seront dans ce cas seront condamnés sans possibilité de libération. Il était important que le parquet réagisse avec la plus grande vigueur. Certes, l'homicide involontaire du fait d'un véhicule n'est pas toujours le fait de celui qui conduit. Mais lorsque cet homicide involontaire est associé à plusieurs autres infractions, telles l'excès de vitesse, le non-respect du code de la route, les dépassements dangereux et autres, il faut reconnaître que le conducteur a une part de responsabilité. Et il savait, à tout le moins, il devrait savoir que son acte d'inconduite peut avoir des conséquences dramatiques. Et en la matière, la loi permet d'aller à une répression plus grave qu'habituellement. Le chauffeur de minicar détient le permis de conduire depuis 3 ans seulement. Mais déjà, il est à son 3e accident de la circulation. Cette année 2018, la Fondation Félix Houphouët-Boigny veut promouvoir les œuvres de Félix Houphouët-Boigny. L'objectif affiché est clair. Il s'agit de faire revivre ou faire connaître le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, ses actions également. Destination donc Yamoussoukro avec Léon Bro. Félix Houphouët-Boigny, modèle singulier d'intégration sous-régionale et africaine de son époque, selon Jean-Marie Kakou-Gervais. Les arguments de l'ex-ministre des Affaires étrangères s'originent dans le nombre d'étrangers vivant en Côte d'Ivoire, 26% de la population ivoirienne actuelle, également l'existence de l'OUA, actuelle Union africaine, la CEDEAO, l'UEMOA, le Conseil de l'Entente, des organisations communautaires créées ou favorisées par le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Nous sommes intégrés dans un espace d'abord géographique et économique.
C'est ça la retombée principale. Ce choix de Houphouët-Boigny visait justement la possibilité de nous intégrer dans un ensemble pour prospérer ensemble. Houphouët-Boigny, répond Jean-Marie Kakou, cherchait la force pour combattre le colonisateur, pénétrer les marchés et développer son pays. Et les résultats, poursuit l'orateur, sont édifiants. La Côte d'Ivoire, locomotive de plusieurs espaces communautaires. Toutefois, d'aucuns présenteraient Houphouët-Boigny comme le balkanisateur de l'Afrique. Faux procès, rétorque tout simplement le conférencier, suivi par le public. Houphouët a favorisé l'intégration sous-régionale. C'est lui-même qui a impulsé aujourd'hui ce que nous appelons l'Union africaine. Aujourd'hui, c'est la vision de Félix Houphouët-Boigny. C'est dans cette vision-là que l'Union africaine évolue. Politique d'intégration de Félix Houphouët-Boigny, thème de la conférence pour démarrer une année d'activité initiée par la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, pour promouvoir les œuvres du premier président de la Côte d'Ivoire. Dans le domaine de l'agriculture, 18 pépiniéristes privés ont été recrutés après appel à candidature. Ces personnes cultivant une pépinière d'anacarde ont été aussi formées. Elles sont donc désormais opérationnelles. Le Conseil du coton anacarde, sur financement du PESAC, leur a remis des kits de matériel pour un haut rendement dans les zones de production. Noël Niagno. L'anacarde, une des références agricoles de la Côte d'Ivoire, premier producteur et exportateur mondial avec 711 236 tonnes pour 2017. Pour cette production, 1 375 000 hectares de terres sont mis à contribution pour une productivité de l'ordre de 300 kg à l'hectare contre 1000 kg à l'hectare en Asie. Que faire pour mettre les producteurs ivoiriens au niveau des performances de productivité en Asie, c'est-à-dire produire beaucoup et mieux sur un espace réduit? Une solution unique: améliorer le matériel végétal, c'est-à-dire les semences, qui pèsent pour 30% dans la productivité agricole. Avec l'appui du PESAC, projet d'appui du secteur agricole financé par la Banque mondiale, des pépiniéristes au nombre de 18 et 36 greffeurs recrutés après appel à candidature ont été formés aux techniques de conduite des pépinières. Ils sont désormais opérationnels parce qu'ils ont appris à pêcher et à bien pêcher. Il faut leur donner les premiers outils de leur performance, des kits de matériel d'installation. Ils sont composés de 3 lots: du matériel d'installation, des kits d'irrigation, enfin des produits phytosanitaires. Rendre visible cette opération a nécessité la mobilisation de toutes les parties prenantes: les dirigeants du Conseil coton anacarde, ceux du PESAC, les pépiniéristes eux-mêmes, des producteurs des 18 zones. Une mobilisation chargée de sens. Nous sommes dans une logique, une dynamique de rendre la filière performante en termes de rendement, de la rendre performante en termes de revenus pour le producteur, parce que lorsque vous devrez donc, vous pouvez avoir la même production sur une superficie réduite, alors vos efforts physiques sont réduits et vous êtes plus à l'aise, vous êtes plus à même de mener d'autres activités. Et en même temps, vous augmentez vos recettes parce que vous avez fait moins d'efforts pour avoir, j'allais dire, un rendement supérieur à ce que vous avez. En plus de ces équipements, ils ont à leur disposition 9 parcs à bois dans 10 capitales régionales, telles Tanda, Ferké, Bouna, Yamsokro, Beoumi et Séguéla. On connaît bien l'atiéké qui est très prisé ici en Côte d'Ivoire, plus à présenter. Et à côté, il y a aussi l'atoukbou, qui est une semoule de manioc, une spécialité du peuple abouré de Bonois. Aujourd'hui, les productrices de cette semoule rencontrent des difficultés, surtout dans la livraison. Un petit tour donc dans l'univers de ces femmes productrices d'atoukbou de Bonois avec Godefroy Okambawa. Reconnue pour son popo carnaval, la ville de Bonois regorge d'énormes potentialités. L'une d'entre elles, la production de l'atoukou, une semoule fabriquée à base de manioc, spécialité locale. Depuis nos ancêtres, nous ont toujours dit que le manioc de Bonois, il est particulier. Et nous avons fait l'effort de le constater quand nous sommes passés ici les premières fois. Et je peux vous assurer que le manioc de Bonois, il est vraiment de qualité. Un tour dans l'univers des productrices d'atoukou. La journée débute habituellement par l'épluchage du manioc qui sera ensuite broyé pour obtenir une farine.
Je commence à 11h30, à 19h30, je ferme. Mais par jour, je peux piler moins 2000, 3000 kilogrammes. Plusieurs heures pour fabriquer cette semoule, malheureusement invendue. Nous faisons à Toukou pour livrer sur Abidjan. Mais quand on va à Abidjan, on ne trouve pas de bons clients. Quand ils prennent, pour payer, c'est difficile. Pour piler, là, on n'a pas de machine. Parce que souvent, on vient, c'est fermé, on souffle. Donc, on n'a pas de machine pour piler, on n'a pas de machine pour presser. Donc, on a un problème de machine pour piler et presser et le transport. Donc, ça fait que marchandises, on fait ça. Il y a manioc ici. À Bonan, il y a manioc. On fait à Toukou, mais il n'y a pas de voiture pour aller à Abidjan. Autre difficulté majeure, la clientèle. Obligé donc de se précipiter sur la chaussée pour épater le premier venu. Des risques pour obtenir entre 5 et 10 000 francs CFA par semaine. Mais en attendant l'augmentation de leurs revenus, l'objectif de ces femmes reste la promotion de l'Atoukou, Médine, Bonois. Eau pour tous, c'est un programme pour éviter une pénurie d'eau potable dans le pays. Et comme la longue saison sèche s'annonce, le directeur général de l'ONEP, l'Office national d'eau potable, est allé voir l'état de santé du barrage de la Loka, principale source d'approvisionnement d'eau de la région de Gbeke. Reportage Soro Corona. Baisse de plus de 10 mètres du niveau de l'eau du barrage de la Loka. Premier constat fait sur le lieu. Pourtant, ce barrage est la principale source d'approvisionnement en eau potable de la région de Gbeke. Pour voir de plus près l'ampleur de cette baisse, mais surtout proposer des solutions afin d'éviter une pénurie d'eau, à Bouaké, une délégation de l'ONEP, Office national de l'eau potable, s'est rendue sur le lieu. Tout en donnant les causes de cette situation, le directeur général de l'ONEP a rassuré les populations sur la disponibilité de l'eau en permanence à Bouaké. Il faut empêcher les extractions de sable parce qu'il y a des opérateurs qui procèdent à l'extraction des sables dans le bassin versant de la Loka. Donc, c'est des éléments qui concourent à empêcher l'eau de venir dans le lit. Ça sera un élément qu'on va freiner. La situation est peut-être grave, mais elle va être maîtrisée parce que nous avons plusieurs moyens. Nous avons également la remise en état du réseau bas de Bouaké, qui est le camp, qui a fait l'objet donc d'une étude pour laquelle les financements ont été obtenus. La délégation a aussi visité l'usine de traitement d'eau de la Loka. Pour le directeur général de l'ONEP, Bouaké dispose de l'une des stations de traitement les plus performantes du pays. Ibrahima Berté a annoncé le début du programme Eau pour tous sur l'étendue du territoire national. Pour rappel, l'usine de traitement d'eau de la Loka a été financée à hauteur de 5 milliards de francs CFA par la Banque mondiale et l'Union européenne. La station de la Loka a permis de combler un déficit de 5 000 m3 par jour. Et ici à Abidjan, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, l'AIBF, lance l'initiative citoyenne africaine. Qu'est-ce que c'est? L'initiative citoyenne africaine est une activité qui, en plus de permettre de recueillir des fonds, va impliquer davantage la population à plus de responsabilités pour l'amélioration de son quotidien et pour un avenir meilleur. L'AIBF demande à chaque citoyen ivoirien donc une contribution d'au moins 1 000 francs CFA ou des dons en matériel médical, logistique et des volontaires pour les aider à sauver plus de vies. Reportage Sephora Zegui et Patricia Omouetia. Chaque jour, en Côte d'Ivoire, 158 enfants de moins d'1 an meurent. 14 femmes meurent suite à une complication liée à la grossesse, à l'accouchement ou aux suites de couches. Des chiffres alarmants que l'Association ivoirienne pour le bien-être familial AIBF veut contribuer à faire baisser. Sous l'impulsion de la Fédération internationale pour la planification familiale Région Afrique, l'AIBF a mis sur pied un projet dénommé Initiative citoyenne africaine. Cette action consiste à recueillir des fonds, du matériel de santé, de la logistique, des ressources humaines pour permettre à la structure d'être plus efficace sur le terrain et de sauver plus de vies. Nous avions, quand l'AIBF était né, une contribution de 200 millions de l'État de Côte d'Ivoire. Et en 2014, nous avons reçu en numéraire 12 millions. Oui. Mais il faut dire, et ce qui est vrai, que l'État de Côte d'Ivoire nous appuie en logistique, l'État de Côte d'Ivoire nous appuie en ressources humaines, l'État de Côte d'Ivoire nous appuie
en moyens de communication et tout cela. Mais les ressources ont diminué. Depuis 2012, nous sommes à une tendance à la baisse. Alors que la population croît, alors que les besoins augmentent, alors que les sollicitations sont importantes. L'AIBF est une ONG créée le 11 septembre 1979 par un groupe de personnes de différentes professions sensibles aux problèmes de mortalité maternelle, de grossesse précoce et de bien-être familial. À travers cette initiative, elle veut une société ivoirienne où chaque individu, chaque famille et chaque couple ait un libre accès à des services de santé sexuelle et reproductive de qualité dans le respect des droits sexuels sans discrimination. Pour toutes les personnes sensibles à la cause des femmes et des enfants, un numéro vert est ouvert pour recevoir leurs dons. Au niveau de la police nationale, les différents souscripteurs du fonds de prévoyance se sont retrouvés pour examiner le projet de réforme du régime des prestations sociales. Leur souhait aujourd'hui est d'adapter leurs tests aux normes internationales, nous dit Abou Sanogo. Les délégués des souscripteurs du Fonds de prévoyance de la police nationale réunis pour examiner le projet de réforme du régime des prestations sociales, celui des produits facultatifs et surtout le nouveau produit Fonds de prévoyance de la police nationale Santé Plus. Selon les différents délégués, les tests adoptés en 2000 sont aujourd'hui caducs conformément aux nouvelles dispositions des tests des mutualistes de l'UEMOA. Cette rencontre vient permettre aux fonctionnaires de police souscripteurs et à ses ayants droit de bénéficier des avantages liés aux nouvelles dispositions. Il s'agit de s'arrêter, regarder un peu la marche de notre structure, l'adapter donc aux réalités des policiers, aux vœux et aux souhaits des policiers quant à la prise en charge médicale. La santé elle-même dans son financement est déficitaire. Donc il nous appartient de régler cette question par l'introduction du ticket modérateur. Nous sommes pratiquement la seule mutuelle qui fait du 100% dans la prise en charge. Vous prenez par exemple un policier qui cotise et qui a dans nos livres pratiquement 17 millions, mais qui a des difficultés et qui veut racheter une partie de son épargne pour pouvoir régler ses problèmes. Les tests en l'état actuel ne lui permettent pas de le faire. C'est difficile. Donc les tests que nous avons proposés, n'est-ce pas, vont permettre de régler ce problème. Le Fonds de prévoyance de la police nationale demande un appui de l'État pour une concession de services publics matérialisée par une subvention à hauteur d'1 milliard de francs CFA pour prendre en charge les fonctionnaires de police malades en service et les blessés en service commandé. CHAN 2018, ça y est, l'affiche de la finale du 5e championnat d'Afrique des nations de football est connue depuis hier soir. Le Maroc, pays hôte, va rivaliser d'ardeur avec le Nigeria. Les Marocains ont battu les Libyens 3-1 après prolongation. Ils vont affronter le Nigeria le 4 février. Regardez. Une finale avant l'heure, c'est ce que nous ont servi les 22 acteurs de la demi-finale Maroc-Libye. Le match qui s'est joué devant les 42 000 spectateurs au stade de Casablanca a tenu toutes ses promesses. Des actions chaudes de part et d'autre en début de rencontre. Dès la 4e minute, le Maroc obtient sa première véritable action de but avec ce ballon envoyé par Ben Sharki vers El Karti, qui la propulse vers les poteaux, stoppé net sur la ligne par Sabou. La bataille du milieu de terrain est intense. Les Libyens durcissent le jeu et essaient de surprendre les Marocains. Mais encore une fois, c'est le Maroc qui envoie sur la barre transversale de Nachnouch une tête piquée de Saïdi. 0-0 à la pause. La seconde période démarre sur le même rythme et au grand plaisir des supporters marocains, à la 73e minute, sur un bon travail de Adraf, Ayoud El Kaabi transforme sa première occasion sur une belle tête. 1-0 pour le Maroc. La réponse libyenne intervient à la 85e minute par Khalifa Ramadan, qui profite de cette grosse erreur du gardien Anas Zniti. Trop en confiance. 1-1 à la fin du temps réglementaire. Le Maroc confirme sa supériorité dans les prolongations avec El Kaabi à la 95e minute qui d'un plat du pied inscrit le deuxième but du Maroc qui fait monter son compteur à 8 buts. Et dans les derniers instants, El Karti se fait justice en transformant ce pénalty à la 116e minute. 3-1 score final. Le Maroc s'impose devant une bonne équipe libyenne et part en conquérant à la finale de son CHAN.
Remaniement ministériel au Burkina Faso. Le nouveau gouvernement compte 33 membres contre 32 pour le précédent. Grande surprise, le changement de portefeuille du ministre d'État à la sécurité. Le nouveau gouvernement du Premier ministre Paul Kabatieba, à qui le président Roch Kaboré a renouvelé encore une fois sa confiance, compte donc 12 nouveaux ministres et 7 départs. Une petite note de gaieté avec le concours Miss Côte d'Ivoire 2018. L'événement est lancé, mais avec des innovations cette année. La Miss et ses 4 dauphines auront un cahier de charges bien rempli. Elles vont intervenir dans les activités environnementales, sanitaires et éducatives. Et voilà, c'est la fin de ce 13h supervisé par Hervé Blé. Merci de votre fidélité. On se retrouve ce soir à 20h.